ce Zoom, nous sommes heureux avec Élise Blaise de recevoir l'ancien ministre de l'Intérieur et président d'entreprise, Claude Guéant. Bonjour Claude Guéant. Bonjour. Claude Guéant, vous avez été préfet de région, directeur général de la police nationale, directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, secrétaire général de la présidence de la République, puis ministre de l'Intérieur. Vous avez été, c'était, je m'en souviens, la une du magazine Le Point, l'homme le plus puissant de France. Et puis, tout a basculé. Laissons la responsabilité de ce constat au point. Ça m'a valu immédiatement pas mal d'ennemis, j'en avais pas besoin. Alors, oui, et ces ennemis, on va en parler de toute façon, puisque ils vont apparaître en février 2013. Et là, en février 2013, en 2 mois, c'est vous qui l'écrivez, votre existence est devenue un enfer. Nous allons voir comment, en poursuivant et en regardant cet ouvrage que vous avez publié, intitulé « Quelques vérités à vous dire », eh bien, nous allons essayer de les évoquer ensemble. Depuis 2013, vous êtes, monsieur le ministre, au cœur de nombreuses affaires qui ont fait ou font encore même la une des journaux. On va en faire la liste rapidement. L'affaire du financement de la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy, l'affaire des sondages de l'Élysée, l'affaire de la vente de 2 tableaux flamands, mais aussi l'affaire des primes de cabinet en liquide ou le scandale Tapie et le Crédit Lyonnais. À tous ceux qui ont cherché à faire de vous, vous le dites ce terme, un voyou, et bien vous répondez, je suis sûr de mon innocence. Est-ce un propos suffisant pour faire taire la réprobation populaire et puis pour faire taire vos détracteurs, monsieur le ministre? Écoutez, j'aurais tendance à penser que c'est moi qui connais le mieux mes affaires, pour reprendre l'expression que vous utilisiez, ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait, et j'affirme que je suis absolument innocent de tout ce qui m'est reproché. Et il ne suffit pas qu'il y ait une vindicte populaire, il ne suffit pas qu'il y ait de surcroît une véritable manipulation médiatico-judiciaire pour faire de vous un coupable. Ce qui est assez étonnant, monsieur le ministre, c'est que vous nous expliquez finalement que vous avez fait l'objet d'une forme de démolition orchestrée, que vous étiez la cible d'une machination, mais pour autant, cette machination est arrivée, est survenue au moment où vous commenciez justement à être éloigné du pouvoir. Pourquoi cet acharnement alors ? Oui, c'est vrai, très franchement, la vie politique était derrière moi, la vie publique était derrière moi, et je m'engageais dans une vie professionnelle nouvelle, parce que je peux difficilement imaginer que je ne fasse rien, et je me disais que j'étais maintenant à l'abri des tumultes. Et puis effectivement, en février 2013, le sort s'est abattu sur moi. Bon, je rassure Monsieur Bill, je survis quand même. Hein. J'ai bien des choses intéressantes à faire dans la vie, mais c'est quand même extrêmement pénible, c'est très, très dur, surtout lorsque vous avez votre conscience avec vous et que vous êtes convaincu, comme je le suis, d'être absolument innocent de tout. Alors pourquoi ? Je pense que c'est parce que quand même, en 2013, Nicolas Sarkozy n'était pas éloigné de la vie politique, que chacun sait bien que je lui suis extrêmement fidèle. J'ai travaillé avec lui et très proche de lui, j'ai été son principal collaborateur pendant 10 ans dans diverses fonctions, et je pense que tout ce qui pouvait être considéré comme m'affaiblissant était en même temps estimé comme pouvant l'affaiblir aussi. Vous touchez, c'était le dissuader de revenir quelque part? Oh, pas autant que ça. Nous avons été proches collaborateurs, mais c'est lui, moi c'est moi. Il est beaucoup plus important que je ne le suis. Il a beaucoup plus de talent et de crédibilité auprès de l'opinion. Mais enfin, je pense que c'était le coupé d'un soutien extrêmement actif et fidèle. Alors, Claude Guéant, vous avancez le terme d'instrumentalisation, oui, vous l'avez utilisé à l'instant, de machination orchestrée. Mais alors, vous prenez garde de ne pas désigner ouvertement le chef d'orchestre. Hein. Quand c'est orchestré, c'est qu'il y a un chef d'orchestre. Oui. Et est-ce que l'on ne peut pas dire cette vérité-là? Quelques vérités à vous dire, sauf celle-là. Qu'est-ce qui vous empêche de désigner les commanditaires de ce que vous appelez cette machination? Eh bien, ce qui m'empêche, c'est un choix qui a été fait par la justice, par le parquet de Paris, je désigne la responsabilité, puisque lorsque j'ai fait l'objet d'atteinte au secret de l'instruction ou de l'enquête, j'ai déposé une plainte. Et j'ai eu la surprise d'avoir une réponse du parquet me disant, 1 mois et demi après, est-ce que vraiment vous maintenez votre plainte parce qu'il y a beaucoup de travail à faire? J'ai répondu, écoutez, s'il y avait du travail à faire, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de violations du secret de l'instruction et de l'enquête. Et deuxièmement, si vous voulez, je peux vous aider en vous donnant des pistes. Le parquet ne m'a pas du tout demandé mes pistes. J'aurais parlé à la justice. Mais au contraire, il s'est arrangé pour que l'affaire soit classée sans suite
en utilisant un artifice de procédure, si vous voulez, puisque au lieu d'interroger les gens qui étaient susceptibles d'avoir été sur le cheminement des fuites, il a seulement interrogé les journalistes qui avaient rédigé des articles, lesquels évidemment se sont tous retranchés derrière le secret des sources. Et de cette façon-là, je n'ai pas pu, par la voie judiciaire, arriver à la connaissance publique de la réalité. Parce que je sais qu'il y a une réalité, et je sais qu'il y avait, lorsque M. Valls était ministre de l'Intérieur, à son cabinet, des réunions qui m'étaient consacrées, ce qui est tout à fait normal. Et j'en ai eu, je le dis dans mon livre, une démonstration éclatante qui a été faite devant témoins, puisqu'un jour je suis interrogé à Nanterre par la police judiciaire, et pendant le cours de mon audition, l'officier de police judiciaire qui m'interrogeait reçoit un coup de fil du ministère pour lui demander ce que je suis en train de raconter. Ce qui est quand même extrêmement troublant. D'abord, c'est une atteinte supplémentaire au secret de l'instruction, atteinte du ministère de l'Intérieur. Je me dis à la réflexion que deux choses. La première, c'est que de trouver dans le bon bureau, au bon moment, le bon fonctionnaire, ça signifie peut-être que des contacts existaient auparavant. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, que devant cette violation, le parquet aurait dû s'emparer de l'affaire et rechercher d'où venait cette violation. Évidemment, rien n'a été fait. Alors, vous expliquez justement dans l'ouvrage que vous n'êtes pas homme à parler à la légère. Oui. Vous utilisez les termes que vous n'avez pas utilisés jusqu'à présent, les termes de cabinet noir. Le mot est donc lancé. Est-ce que l'on peut vraiment parler d'un cabinet noir quand il s'agissait de vos affaires ? Non, c'est l'éditeur qui a introduit le terme de cabinet noir en sous-titre. Je ne suis pas l'auteur de cette expression parce qu'elle ne me plaît pas beaucoup, mais je dis que clairement qu'il y avait une structure ou une équipe qui s'est occupée au ministère de l'Intérieur de mon sort. Mais vous précisez aussi que cette équipe existait donc au ministère de l'Intérieur. C'était Manuel Valls qui était le je ministre de l'Intérieur. Je ne sais pas si Manuel Valls était au courant ou non, mais je dis qu'elle existait. Pourtant, vous mettez directement en cause l'ancien Premier ministre dans votre livre. Vous dites bien, c'est M. Valls. Vous dites même, c'est aussi les hommes de la communication du ministre de l'Intérieur. C'est bien Manuel Valls qui est ciblé. Là, c'est pas votre éditeur. Manuel Valls, dans l'une des affaires que vous avez citées tout à l'heure, est celui qui a fait un signalement au parquet. Oui, c'est vrai aussi. Mais alors, il y a une autre chose, vous me pardonnerez de vous poser la question crûment, mais on a du mal à croire que ce type d'officine n'existait pas avant Manuel Valls. Vous étiez quand même ministre de l'Intérieur, vous avez été le directeur général de la police, vous n'avez jamais vu, place Beauvau, ce type de cabinet noir. Moi, j'affirme que jamais je n'ai mis en place ou fait fonctionner ou vu fonctionner un cabinet noir au ministère de l'Intérieur. De la même façon que j'affirme que, mis à part dans les affaires de terrorisme, pendant les 4 ans où j'ai été directeur général de la police nationale, je n'ai jamais lu un procès-verbal de police, judiciaire, jamais. Et si ce n'était pas place Beauvau, on peut vous poser la question si ce n'était pas juste en face à l'Élysée. Écoutez, je n'en sais rien, j'étais pas à l'Élysée. C'était pas loin, c'était à 100 mètres. Oui, mais enfin, ça ne donne pas pourtant un don d'ubiquité qui permet de lire par-dessus l'avenue. Même l'homme le plus puissant de France. Mais ce que je peux vous dire, c'est que jamais je n'ai vu fonctionner de cabinet noir, de structure de ce type, puisque j'utilise le terme structure, se consacrant à la mise en cause ou à la destruction, j'utilise le terme quelque part parce que c'est comme ça que je l'ai vécu, de rivaux politiques, jamais. Alors si l'on s'éloigne un petit peu de vos affaires et de celles de Nicolas Sarkozy, dont on vient de faire référence, pensez-vous que ce cabinet, pas noir alors si on a bien compris, aurait pu être à l'œuvre dans l'affaire Fillon tout simplement ? Je ne sais pas. Je ne parle que de ce que je sais. Cela étant, dans l'affaire Fillon, il me semble très clairement qu'il y a eu aussi des révélations qui ont été orchestrées, organisées. Entre la justice et les médias, notamment ? Je ne sais pas, mais enfin, cette révélation, entre guillemets, des emplois de Madame Fillon et d'enfants de François Fillon, ça ne pouvait venir, à mon sens, que de deux sources. Ou bien l'administration de l'Assemblée nationale, ou bien les finances publiques, les impôts, pour dire clairement les choses. Ce n'est pas François Fillon ni sa famille qui, eux-mêmes, ont pris l'initiative de faire ces révélations. Et personne d'autre ne pouvait savoir. Donc il y a eu aussi
intervention extérieure dans cette affaire. Et ça me semble en l'espèce extrêmement grave. Je ne qualifie pas les faits, je ne sais pas la réalité, je ne sais pas comment juridiquement porter une appréciation là-dessus, mais il n'empêche que nous avons un candidat à la présidence de la République, c'est quand même pas rien dans nos institutions, qui a été éliminé de ce fait. On va passer à Nicolas, ou revenir à Nicolas Sarkozy, mais qui est une personnalité qui vous accompagne, que vous avez accompagné tant d'années. Est-ce que c'est à Nicolas Sarkozy que vous devez d'avoir quitté la fonction publique? Et si c'est le cas, on a le sentiment quand même dans l'ouvrage qu'il y a une forme de regret d'avoir quitté ce statut de haut fonctionnaire qui est dans votre esprit, vous le dites dans l'ouvrage, synonyme de neutralité ou d'impartialité, pour descendre dans l'arène politique, que vous vous êtes aperçu qu'il n'y a que des coups à prendre? Je le dis dans le livre, j'ai été un directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur ou du ministre des Finances, qui était Nicolas Sarkozy, comme un secrétaire général de la présidence, très heureux. Très heureux parce que, je ne sais pas si on est puissant ou non dans ces fonctions, enfin on a une certaine puissance, c'est pas la peine de cacher la vérité, mais c'est tout à fait passionnant sur le plan intellectuel, notamment dans les fonctions de secrétaire général de la présidence, où vous touchez à absolument tout de ce qui est l'action publique et où vous êtes en permanence à l'observation ou à la manœuvre des interactions entre les différents volets de la vie publique. Il y a forcément toujours des liens entre la politique sociale, la politique économique, la politique internationale. Et pour quelqu'un qui a le goût de l'action publique comme je l'ai, pour quelqu'un qui a ma formation, c'était tout à fait passionnant. C'est vrai que ministre, c'était pour moi un métier nouveau. Je n'avais jamais fait de politique politicienne. J'étais tout juste, depuis 2004, membre de l'UMP. Je voyais bien ce que ça représentait, mais c'est très différent. D'abord, c'est plus sectorisé comme activité. Et puis ensuite, c'est intellectuellement, enfin c'est comme ça que j'ai ressenti, moins passionnant. Mais il n'empêche que j'ai essayé de faire le job. Et je crois qu'on peut y faire des choses. Alors on l'a dit, vous avez suivi fidèlement Nicolas Sarkozy pendant de longues années, que vous décrivez d'ailleurs comme un maire de Neuilly qui boit du jus d'orange. Oui, enfin, c'est juste une anecdote, ce n'est pas résumé. Le choix non, mais je dis ça parce que c'est la vérité. Non, mais là aussi, je crois qu'il y a un intertitre de la part de l'éditeur qui a trouvé ça amusant. Bah, écoutez, moi, j'étais dans le corps préfectoral et puis j'ai fait l'essentiel de ma carrière en province quand même. Alors, j'avais l'habitude des élus locaux qui aiment bien être à table, faire durer les repas, etc. Il y a toujours un petit côté Troisième République dans la vie locale française, si vous voulez, tel qu'on l'imagine. Et puis j'arrive dans les Hauts-de-Seine, et Nicolas Sarkozy me conviait de temps en temps à sa table à la mairie de Neuilly pour voir les affaires qui intéressaient sa commune. Et effectivement, il ne buvait rien, il ne buvait que du jus d'orange. Je dois dire qu'aujourd'hui encore, Nicolas Sarkozy ne boit jamais une goutte d'alcool. Alors vous l'avez côtoyé aussi à Neuilly pour d'autres occasions, notamment celle de la prise d'otage de l'école maternelle. Vous étiez alors sous la tutelle de Charles Pasqua. J'étais directeur adjoint du cabinet de Charles Pasqua. Qui s'agaçait, lui, du coup de com', entre guillemets, organisé, certains l'ont dit, par Nicolas Sarkozy. Bah, écoutez, on peut apprécier comme on veut. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une actualité qui était absolument dramatique, hein, puisqu'il y avait une bonne vingtaine d'enfants qui étaient retenus en otage par quelqu'un qui assurait porter sur lui une ceinture explosive, et dont il est apparu d'ailleurs que c'était pas seulement une assurance, c'était une réalité. Et le RAID était là, beaucoup de forces de police aux alentours, et le RAID a assuré le dénouement final d'ailleurs. Et le patron du RAID, Louis Bayon, à l'époque, a sorti quelques enfants. Et puis le maire de Neuilly est arrivé. Lui aussi est entré dans la salle de classe. Et puis il a aussi parlé avec le ravisseur. Et il a sorti, je crois, 8 enfants. Hein, alors on peut dire que c'était un coup de com'. L'effet, ça a été de la com', ça c'est sûr. Mais en même temps, je crois qu'il fallait un sacré courage pour le faire. Vous avez été le directeur de campagne de Nicolas Sarkozy jusqu'à son élection victorieuse de 2007. Oui. Pourtant, quand arrive l'heure du choix des ministres, vous déclarez, et j'essaie de traduire vos propos, parce que tout cela est dit de manière très nuancée, je cite, « Les impératifs politiques ont pris le pas sur la rationalité ». J'ai traduit par un moyen détourné pour vous, un moyen détourné pour dire que vous n'avez pas du tout approuvé l'ouverture à gauche voulue par le président de la République et l'arrivée de ministres de gauche. Est-ce que je me trompe ? Non, mon observation
situation en l'espèce est beaucoup plus technique. J'explique, avant d'arriver à cette observation, que nous avions beaucoup travaillé sur le gouvernement idéal, si vous voulez. Un gouvernement dans lequel chacun exerce pleinement ses responsabilités, dans lequel les gens ne se marchent pas sur les pieds parce qu'il n'y a pas un sureffectif, etc., etc. Et nous étions arrivés à un idéal de 16 ministres. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il y a nombre de pays, comme l'Espagne, comme les États-Unis, où c'est un effectif du même ordre de grandeur, et parfois même, c'est le cas de l'Espagne, exactement le même. Et puis, ensuite, il y a une majorité. La majorité est faite de courants différents. Chacun a son poids à l'Assemblée nationale. Il faut tenir compte des sensibilités. Et puis, l'inflation des ministres vient. Et avec l'inflation des ministres, une gouvernance moins bonne que celle que l'on aurait avec un effectif plus réduit. Donc l'idée de ministre de gauche à vos côtés ne vous a jamais posé un problème en quoi que ce soit Bernard Kouchner et d'autres. S'ils nous rejoignaient, c'est qu'ils avaient fait le choix de travailler avec nous. Vous revenez également sur les premiers faux pas de la présidence Sarkozy, pas politiques ceux-là, mais ceux du Fouquet's dont on a beaucoup parlé, également du yacht de Vincent Bolloré. Et pour vous, finalement, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, c'est d'ailleurs en ces termes que vous le racontez. Oui, effectivement. D'ailleurs, je continue à penser deux choses simultanément, si vous voulez. Que, un, fondamentalement, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Deux, qu'il n'aurait pas fallu le faire. Parce qu'on a bien vu ce que ça pouvait donner. C'est intéressant d'ailleurs de noter qu'il y a eu une espèce de lente infusion dans l'opinion et que sur le coup, ça a certes été critiqué par les opposants, mais qu'en même temps, ça n'a pas bouleversé l'opinion. Je me souviens, on peut même faire des comparaisons, à 100 jours ou 120 jours ou 140 jours après, Nicolas Sarkozy avait encore, à l'automne, suivant l'élection présidentielle, un taux d'approbation qui était de l'ordre de 64-65%, si vous voulez. Mais ça a été présenté, ça a été répété, ça fait l'objet de critiques répétées et ça finit par infuser. Bon, prenons l'épisode du Fouquet's. Il est de tradition qu'un élu, qu'il soit président de la République ou non, prenne un pot avec des amis ou des gens qu'il connaît, ses supporters pendant l'élection, quelque part. Bon, à Paris, le Fouquet's, c'était un endroit comme un autre. Bon, alors c'est vrai que c'est un établissement qui est considéré comme plutôt luxueux. Il y a deux choses. Il y a l'hôtel, qui est un hôtel de grand luxe, mais c'était pas à l'hôtel. Et puis ensuite une brasserie. Je rappelle que M. Mitterrand avait sa table au Fouquet's, donc c'est pas l'apanage de la droite quand même. Et puis il a pris un verre avec quelques amis. Pour ce qui le concernait, c'était un verre d'eau d'ailleurs. Il y a une description qui est d'ailleurs passionnante des jours ordinaires et puis moins ordinaires à l'Élysée, dont vous devenez le secrétaire général. Et là, on observe tout au long, et c'est assez, comment dire, évident, un président tel que l'histoire le retiendra, c'est-à-dire omniprésent, intervenant sur tous les sujets. Et finalement, je me suis dit, à bien des égards, Emmanuel Macron, c'est le fils de Nicolas Sarkozy, vous devez être rassuré. C'est ce qu'un certain nombre de commentateurs assurent avec vous. Bon, il était quand même moins intervenant que Emmanuel Macron, me semble-t-il. C'est vrai qu'il était toujours actif, c'est plutôt ça qui le caractérise. Parce qu'il s'estime coupable lorsqu'il ne fait rien, si vous voulez. Donc, dès qu'il a un creux dans son agenda, il le remplit par autre chose, il fait une réunion supplémentaire, etc. Il était souvent l'initiateur des projets. Il était toujours le contrôleur de la façon dont les projets gouvernementaux se mettaient en œuvre. Mais en revanche, le Premier ministre existait vraiment. Et contrairement à d'autres, comme disent les chroniqueurs, M. Hollande, il ne voyait pas les ministres un par un pour prendre des décisions dans chacun de leurs secteurs d'activité. Toutes les réunions donnant lieu à décision se faisaient dans le salon vert qui est voisin du bureau du président de la République et en présence du Premier ministre et des différents ministres concernés, et notamment les ministres financiers qui ont souvent voix au chapitre et ont souvent quelque chose à dire. Alors en 2012, c'est l'année de la défaite de Nicolas Sarkozy. Vous revenez évidemment sur cet épisode. Vous concédez que la campagne a eu du mal à démarrer, qu'elle a démarré mollement. Est-ce que vous pourriez finalement évoquer une forme de lassitude, y compris celle du président de la République, qui tient encore à incarner sa fonction et à ne pas paraître avant tout candidat? Est-ce que aussi on pourrait imputer cet échec au fait de ne pas enfourcher la ligne Buisson suffisamment tôt?
Je crois qu'effectivement, il a démarré la campagne de 2012 lentement. Il ne souhaitait pas la démarrer si tôt. C'est le discours célèbre de François Hollande qui a engagé la campagne. Je crois que de sa part, il n'y avait pas de la lassitude, mais une préférence nette, à la fois intellectuelle et au regard de ses responsabilités, de continuer à exercer les fonctions de président plutôt que d'être candidat. Et chacun peut comprendre que c'est ça. Bon, ensuite, il a mis les bouchées doubles, si je puis dire, et dans les derniers temps, il a rattrapé beaucoup du retard. Souvenons-nous qu'il y avait, à l'automne de 2011, 30 points d'écart dans les sondages entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. À l'arrivée, il y avait 3 points. C'est donc qu'il a vraiment bataillé. Alors ensuite, je vous rejoins assez, il y a eu effectivement un trouble chez certains à propos de la ligne que je ne qualifierais pas de ligne Buisson, parce que finalement c'est le candidat qui prend la ligne, qui la définit. Mais certains dans son entourage tenaient des propos ambigus qui, je pense, ont fait douter une partie de l'électorat de la réalité de sa pensée à lui. Est-ce que finalement, l'erreur de 2012, ça n'a pas été tout bonnement le manque de conviction? Premièrement, est-ce que vous avez pensé que Nicolas Sarkozy pouvait gagner, vous, personnellement? Le ministre de l'Intérieur, qui a tous les éléments en main, tous les chiffres, toutes les données, les remontées. Pour vous faire une confidence, le dimanche du deuxième tour, nous sommes pris parfois d'espoir. Vous le racontez, ça? Parce que, bon, comme vous le dites, le ministère de l'Intérieur a pas mal d'éléments qui remontent, et puis il y a un élément d'appréciation qui, généralement, est juste, mais à peu près, qui est de faire remonter les résultats de bureaux de vote, qui sont des bureaux de test, qui sont sélectionnés parce que, de façon générale, au fil des élections, ils expriment le résultat final. Et jusqu'à un peu avant 20 heures, certains résultats partiels nous laissaient espérer. Et à l'arrivée, je vous le dis, il n'y a que 3 points d'écart. Je reviens sur la notion de manque de conviction. Il y a une phrase qui m'a énormément marqué dans cet ouvrage. Elle n'est pas surlignée, elle n'est pas de l'éditeur. Et vous dites, par exemple, que vous écrivez que dans l'entourage présidentiel, vous incarniez la fermeté. C'est vrai qu'on vous voit, ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, plutôt ferme. Et vous ajoutez, on m'avait demandé de tenir ce rôle. Oui, c'est qu'un jeu. Mais ce n'était pas difficile de le tenir, puisque c'était ma conviction. Mais ma conviction... mais c'est un jeu, ça veut dire qu'en fait, pour les électeurs, il fallait que vous teniez ce rôle. Ma conviction était appuyée par une analyse politique, qui est celle de la ligne du président, qui avait toujours été ferme et qui souhaitait continuer à être ferme. Dans cette lignée, ce rôle ferme, vous l'avez même extrapolé un petit peu en tenant des propos parfois borderline, je dirais, pour être mainstreamisé. Vous avez dit les Français ne sont pas xénophobes, mais ils veulent que la France reste la France. Oui. C'était un coup de com', là encore, pour incarner ce rôle davantage? Non, c'était pas un coup de com', c'était une conviction et puis l'observation de l'opinion des Français. Je me souviens très bien, je sortais tout juste de l'hôpital, c'était au mois d'août de 2011. Et c'était la première interview que je donnais, c'était à l'Express, je crois. Et bon, j'ai eu cette phrase qui me semblait... entre nous, d'une très grande banalité. Mais effectivement, il y a un certain nombre de commentateurs qui me sont immédiatement tombés dessus, dénonçant l'extrémisme, le droitisme, tout ce que vous voulez, etc. J'ai eu une satisfaction à cette occasion. Un sondage a été réalisé, dont je n'étais pas l'auteur, qui indiquait que 64% des Français approuvaient cette déclaration et que 58% des sympathisants de gauche l'approuvaient aussi. Dans la série des petites phrases dénoncées par la bien-pensance, il y a cette déclaration, alors qui a été faite devant le syndicat étudiant uni, ce qui n'était déjà pas une bonne idée en soi, contrairement à ce que dit l'idéologie... C'est un syndicat très respectable, je l'aime bien. Mais considéré comme très à droite. Il est à droite, oui, ça c'est vrai. D'accord. Contrairement à ce que dit l'idéologie relativiste de gauche, pour nous, toutes les civilisations ne se valent pas. Et là, je me suis dit, pour cette phrase-là, vous avez bénéficié du même sort que Manuel Valls. Il a été traité de nazi à l'Assemblée nationale. Emmanuel Valls l'a été par Mélenchon et vous l'avez été par le député de la Martinique, Serge Letchimy. Oui. Effectivement, avec un bel incident de séance, tout le gouvernement sortant de l'Assemblée nationale, etc. Bon, si vous voulez, moi je persiste et je le signe. Et je dois dire, même rétrospectivement, que quand même notre pays, je vais dire ça au passé, parce que je pense que les choses ont évolué, était arrivé
à une situation de confusion intellectuelle incroyable pour qu'on conteste, dans le pays des droits de l'homme, qu'un responsable politique affirme qu'il vaut mieux défendre les droits de l'homme que de les fouler aux pieds, qu'il vaut mieux promouvoir la condition de la femme plutôt que de la laisser dans un état moyenâgeux. Et c'est en France, pays des droits de l'homme, qu'on conteste cela. Alors on est au sommet du relativisme. Alors depuis, ça a changé un peu. On a reparlé des civilisations après les attentats qui ont ensanglanté notre pays. Et on est arrivé même à une sorte de consensus dans la classe politique qui était de considérer que nous étions la civilisation et qu'il n'y en avait pas d'autre. Ce qui d'ailleurs n'est pas du tout mon point de vue, parce qu'une civilisation, c'est quelque chose d'objectif, ce sont des caractéristiques qui définissent un état de société. Voilà, mais je persiste et je signe. On vous a reproché également votre attitude à l'égard de l'islam. On a beaucoup reproché à Nicolas Sarkozy d'ailleurs de jouer avec l'islam politique. Mais en même temps, votre point de vue s'est forgé en qualité d'acteur direct, notamment durant l'affaire Mera. Pensez-vous que dès 1995, date où il y a eu les premiers attentats en France, cela annonçait déjà 2015 2016 et la vague terroriste que Paris et la France entière a vécue? Je crois qu'il n'y a pas eu de véritable continuité dans tout cela. Mais il n'empêche qu'il y a un terreau d'extrémisme islamiste qui a toujours été présent. Vous évoquez les attentats de 1995, auxquels j'ai dû faire face comme directeur général de la police nationale. C'est une épreuve très rude, parce que pendant de longues semaines, nous n'avons pas eu le moindre indice nous permettant de remonter aux auteurs ou aux commanditaires. Bon, cet épisode de 1995 se situait dans un contexte qui était le contexte algérien. Et le GIA, à l'époque, ensanglantait l'Algérie. Souvenons-nous que l'action du GIA a fait 300 000 morts en Algérie. C'était quelque chose de tout à fait épouvantable. Ensuite, nous avons eu Al-Qaïda, qui avait plutôt un spectre d'intervention qui était mondial, avec le sommet de son intervention à New York sur les tours jumelles. Et en 2012, lorsque Mera a commis ces horribles assassinats, l'État islamique n'existait pas encore. C'est ça. Alors on peut difficilement interpréter ça comme un signe précurseur de l'arrivée de l'État islamique, puisque cette organisation n'existait pas. Il n'empêche que partout dans le monde, parce qu'on est évidemment plutôt auto-centré sur la France et sur l'Europe, mais sur bien des continents, il y a des forces d'extrémisme islamiste qui sont à l'œuvre et qui toujours poursuivent des actions de caractère criminel. Vous avez été aussi un acteur bien évidemment très direct, vous étiez le ministre de l'Intérieur dans l'affaire Mera, Mera dont la volonté était de mettre la France à genoux. À genoux, c'est le terme qu'il a utilisé. Oui. Comment avez-vous vécu cette tragédie? Alors, vous l'expliquez dans l'ouvrage, mais on voit bien la difficulté personnelle de cette tragédie, de ce massacre. C'est pour vous quelque chose de très difficile à vivre? Oui, effectivement. Bon, c'est pas parce que vous êtes ministre que vous n'avez pas des sentiments, évidemment. Et la chose épouvantable dont je me souviens, c'est de cette image de vidéo publique qui montrait Mera, qui était assez grand, se pencher pour appuyer son arme sur la tempe d'un enfant et l'abattre. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas enlever de votre mémoire, c'est évident. Et puis, sur un plan plus politique, vous évoquiez ce que j'avais vécu en 1995. Ma hantise, c'était que, alors que la campagne présidentielle démarrait, on doive à nouveau attendre des semaines, voire des mois, pour trouver l'auteur. Et pour moi, il était, au sens de l'intérêt général, de la nécessité absolue d'avoir des élections sereines dans notre pays. Il était impossible que ça dure. Bon, on a eu un gros travail qui a été fait par les services de police, sans doute un peu de chance aussi, et en très peu de jours, l'interpellation de Mera a pu être faite. Vous dites même que vous laissez filer l'idée d'une piste d'extrême droite de façon à pouvoir cibler réellement... Oui, c'est exact. Il y avait deux hypothèses à l'époque, puisque les militaires qui avaient été assassinés étaient tous membres d'unités qui étaient intervenues en Afghanistan, mais en même temps tous étaient d'origine maghrébine
ou antillaise. Antillaise, voilà, c'est ça. Donc il y avait deux hypothèses qui, parmi les services spécialisés, coexistaient, qui étaient celles d'un attentat d'extrême droite ou bien d'un attentat islamiste destiné à venger l'Afghanistan en particulier des interventions de l'armée française. Et effectivement, les deux hypothèses cheminaient, étaient entretenues par la presse, et je n'ai pas du tout dissuadé la presse de penser qu'il pouvait y avoir une hypothèse d'extrême droite, parce que ça nous permettait de travailler plus calmement sur l'autre hypothèse qui, à nos yeux, était crédible. Et quel regard portez-vous sur ce procès qui se déroule actuellement dans cette affaire Meyrat ? Écoutez, je n'en sais que ce que j'en lis dans la presse. J'observe qu'au fil des jours, d'ailleurs, l'information est de plus en plus ténue. Toute la question, c'est de savoir... Vous n'avez pas été appelé à témoigner, par exemple ? Non. On m'avait dit que c'était envisagé, puis je n'ai pas été appelé à témoigner. Le directeur du renseignement intérieur, en revanche, est appelé à témoigner, Bernard Schwarzin, à l'époque. Et toute la question, c'est de savoir si Meyrat était seul ou bien s'il était appuyé au sein d'un réseau. Ce qui est certain de ce que je sais de l'affaire, c'est que Meyrat, sur les lieux de ses crimes, a toujours été seul. Ça, c'est une certitude. Bon. Ensuite, vous savez, on dit souvent, il y a les loups solitaires. C'est un terme que j'aime pas beaucoup parce qu'on est rarement tout seul. Il y a eu, sans doute, ça semble avéré, une certaine imprégnation idéologique de Meyrat qui a été faite par son frère qui comparaît actuellement, et aussi par le mari de sa mère et par la famille. Bon, il y a eu aussi des aides. Par exemple, le frère était présent lors de l'achat du scooter qu'il a utilisé pour commettre ses crimes. Est-ce que c'était conscient ou est-ce que c'était inconscient? Je ne saurais le dire. J'espère que la justice saura discerner la vérité. Alors dans votre ouvrage, vous développez également toute une série de mesures pour que la France soit davantage armée face au terrorisme, à l'insécurité. Le projet de loi présenté à l'Assemblée il y a quelques jours vous a-t-il satisfait? Mais ce projet de loi, qui est devenu une loi d'ailleurs, puisque ce projet a été voté, organise, par rapport aux mesures de l'état d'urgence, une petite réduction, mais je dirais légère, marginale, des moyens qui étaient les nôtres auparavant. Par exemple, la perquisition administrative doit être précédée d'une décision judiciaire, ce qui fait que ce n'est plus du tout une perquisition administrative et que ça peut prendre plus de temps que les nécessités opérationnelles nous le demanderaient. Mais fondamentalement, je pense que c'est une bonne chose, compte tenu de la durée probable de la menace terroriste qui pèse sur nous, que d'avoir basculé dans le droit commun des mesures qui jusqu'alors étaient considérées comme des mesures d'exception. Ceci dit, je trouve qu'il y a des manques dans cette loi qui peuvent faire l'objet d'autres véhicules législatifs, mais des mesures auraient gagné à y être inscrites, me semble-t-il. J'en prendrai deux exemples. Une mesure concernant la déchéance de nationalité. Dieu sait si ça fait l'objet de commentaires nombreux. M. Hollande a envisagé, en congrès à Versailles, même que l'on puisse retirer leur nationalité à des Français qui sont exclusivement français, ce qui me paraît complètement aberrant. On ne peut pas faire des apatrides. Mais en revanche, il y a une chose qui est certaine, c'est que beaucoup de gens qui vont sur les théâtres d'opération en Syrie, en Irak et reviennent, ont une double nationalité. Eh bien, je dis que pour eux, c'est très simple. Lorsqu'ils reviennent en France, on les interpelle, on les met en rétention, et puis on leur enlève leur nationalité française, puisqu'ils en ont une autre, mais qu'ils aillent bénéficier de leur autre nationalité dans leur autre pays. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, Ce qui est plus difficile que cela à appliquer, finalement, parce qu'encore faut-il que le deuxième pays soit d'accord pour les récupérer. Ben oui, mais enfin, ils ont la nationalité. On sait par exemple que les clandestins délinquants qu'on doit raccompagner à la frontière algérienne, par exemple, la plupart du temps, on est obligé de les reprendre. Oui, je ne dis pas que c'est simple, mais enfin, pour nous, c'est important. Ça veut dire qu'ils ne reviennent plus en France. Parce que quelqu'un qui s'est adonné pendant des mois, des années, à des choses épouvantables en Irak ou en Syrie, il constitue, personne ne peut le contester, un danger lorsqu'il revient en France. Ça me semble tout à fait évident. Une deuxième mesure, ou une série de mesures, ce serait d'adapter un certain nombre de textes à la réalité que nous connaissons. Bon, je passe du plus simple au plus grave, si vous voulez. Bon, est-il normal
que dans les librairies en France, dans les grandes surfaces de librairies, on trouve des livres qui appellent au djihad. Je dis non. Bon, il y a des mesures à prendre. Est-il normal qu'en France, on vende dans des établissements commerciaux des burqas pour des petites filles de 4 ou 5 ans? Je dis non. Enfin, nous sommes encore une fois le pays des droits de l'homme et nous avons aussi toujours à cœur de promouvoir les droits de la femme. D'ailleurs, historiquement, nous avons été en retard par rapport à d'autres pays. Donc nous devrions être d'autant plus audacieux et d'autant plus déterminés dans cette affaire-là. Bon, lorsque un imam, celui de Montpellier par exemple, va expliquer dans sa mosquée que la femme est l'inférieure de l'homme, il trouve que cet imam est canadien, mais écoutez, je dis qu'il aille au Canada. Hein. Or, aujourd'hui, le droit, celui que j'ai utilisé comme ministre de l'Intérieur il n'y a pas si longtemps, ne permet pas l'expulsion de gens dans ces conditions. Mais il faut se réarmer. Nous évoquons l'islam. Je vais vous donner, Monsieur le Ministre, la dernière occasion de cet entretien, oui. De défendre Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous considérez, ça va être difficile cette fois-ci, parce que est-ce que vous ne considérez pas que c'est quand même une faute lourde de conséquences d'avoir créé un Conseil français du culte musulman, CFCM, vous avez été ministre des cultes, ayant pour composante une partie importante d'éléments salafistes et extrémistes. Est-ce que ce n'est pas une faute que l'on peut reconnaître dans les quelques vérités que vous pourriez nous dire ? L'organisation de l'islam en France et sa représentation est extrêmement compliquée. Je vais vous citer une anecdote. Lorsque je suis arrivé au ministère de l'Intérieur en 2011, il y avait un débat public qui avait été initié par Jean-François Copé sur les questions de laïcité. Le président du Premier ministre m'avait demandé d'essayer d'apaiser tout ça, et j'ai fait des concertations, etc. Une table ronde au ministère de l'Intérieur pour sceller l'accord de toutes les composantes religieuses de ce pays autour d'un certain nombre de principes. Alors, la représentation, c'était quoi? Pour la religion catholique, un représentant, le cardinal archevêque de Paris. Pour la religion protestante, il y avait 2 personnes. Il y avait aussi 2 personnes pour la religion israélite, à savoir le président du consistoire et le grand rabbin. Et les musulmans étaient représentés par 12 personnes. C'est un monde qui n'est absolument pas uni, qui ne se rencontre pas, dont les représentants se haïssent cordialement, étant noté au passage que beaucoup sont en lien direct avec certains pays de religion musulmane dominante. Et certains se conduisent comme des représentants de ces pays plutôt que comme des musulmans français, disons les choses carrément. Donc il est apparu qu'il était utile d'organiser cette représentation, comme d'autres avaient tenté de le faire auparavant, pour avoir au moins une instance de dialogue. Bon, si vous me demandez si ça a été une réussite, je vous dirai très franchement que ça n'est pas une réussite. Les conseils régionaux du culte musulman fonctionnent davantage, parce qu'ils s'occupent de problèmes pratiques. Mais nous avons des sujets qui restent absolument pas traités et qui me semblent très importants. Je le dis dans mon livre, il me semblerait important que le gouvernement, quel qu'il soit, interpelle les musulmans de France pour que ceux-ci se prennent en main et élaborent une théologie de leur religion qui soit adaptée à la France et au monde moderne. Et ça n'a pas de caractère très original, ce que je dis. C'est exactement ce que fait le roi du Maroc. Et même en Arabie Saoudite, on trouve quelques petites tentatives d'aller en ce sens. Pour qu'enfin, les musulmans se reconnaissent dans une religion qui n'est plus susceptible d'interprétations extrémistes et qui leur permettent de vivre à l'aise dans notre société, comme qu'ils permettent aussi aux Français en même temps, c'est une expression macroniste, mais je ne le fais pas exprès, qui permettent aux Français de se sentir à l'aise avec leurs compatriotes musulmans. Monsieur le ministre, dernière question. En guise de conclusion, vous êtes désormais retiré de la vie politique. Vous écrivez même au détour d'une page « Je suis seul ». Comment espérez-vous continuer à servir votre pays, si vous l'espérez ? Oui, ben je l'espère de tout cœur, oui. J'ai une activité professionnelle parce que, encore une fois, je me vois mal ne rien faire. Mais je n'ai pas d'équipe avec moi, c'est ce que je veux dire. Ce livre, je l'ai fait tout seul, enfin, c'est tout. Hein. Mais cela étant, si je peux rendre service, non pas comme responsable, je suis conscient de mon âge, hein, j'aurai bientôt 73 ans, mais cela étant, j'ai une grande expérience. J'ai même, dans certains domaines, je crois pouvoir le dire, une vraie expertise. Hein. Si on entend parler souvent
des attentes des Français en matière de sécurité, elles sont bien réelles. Les réponses sont toujours les mêmes, on met des effectifs, etc., etc. Ce sont des réponses coûteuses et qui ne sont pas forcément les plus adaptées. Moi, si je puis donner des avis sur ces sujets tellement importants pour nos compatriotes, je suis toujours disponible. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci Claude Guéant. Merci.